Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous d'être venus. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir Bertrand Bazzi. Merci à vous d'être là. Ça mérite quelques applaudissements. Comment vous savez que j'aime ça? Donc vous êtes politologue français, spécialiste des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po Paris. Vous avez contribué à renouveler l'analyse des relations internationales en y intégrant des approches sociologiques. Vos travaux portent notamment sur la mondialisation, la faiblesse des États et l'importance des facteurs culturels et sociaux dans les relations internationales. Parmi vos ouvrages phares figurent La diplomatie de connivence, L'impuissance de la puissance ou encore Le temps des humiliés. Vous avez co-dirigé récemment l'ouvrage L'heure du Sud ou l'invention d'un nouvel ordre mondial, juste ici. Et nous sommes naturellement interrogés sur la place que pouvaient avoir les BRICS dans ce réveil du Sud. En effet, et c'est pour ça qu'on voulait vous faire un bref rappel, l'acronyme BRIC donc est apparu pour la première fois en 2001 dans un rapport de l'économiste Jim O'Neill de la firme Goldman Sachs. Il désignait alors 4 grandes économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, identifiés comme des pays présentant un fort potentiel de croissance et pouvant jouer un rôle clé dans l'économie mondiale. En 2009, ces pays ont formé un groupe informel pour discuter des questions économiques et politiques mondiales. En 2011, l'Afrique du Sud a rejoint le groupe, donnant naissance ainsi aux BRICS. Ce regroupement s'est progressivement institutionnalisé, organisant des sommets annuels et adoptant des initiatives communes, telles que la création de la nouvelle banque de développement en 2014, conçue comme une alternative aux institutions financières dominées par l'Occident, comme la Banque mondiale et le FMI. Et depuis le 1er janvier 2024 et l'adhésion des Émirats arabes unis, de l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie, nous parlons des BRICS+. Avec cet élargissement, les BRICS+ regroupent désormais 45% de la population mondiale et près de 28% du PIB mondial. Ils contrôlent également près de la moitié de la production mondiale d'énergie fossile, notamment grâce à l'intégration de 3 grands producteurs de pétrole que sont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Iran. À travers leur structuration et leur élargissement, les BRICS cherchent à affirmer la voix du Sud sur la scène internationale et à offrir une alternative aux institutions occidentales. C'est pourquoi nous nous demandions dans un premier temps en quoi la création des BRICS reflète la volonté des États du Sud global de redéfinir en profondeur l'ordre économique et géopolitique mondial. Voilà. Eh bien, merci d'abord, merci de m'avoir invité, merci d'être venu à une heure où on préfère céder au charme de la gastronomie qu'à celle de la science politique. Je suis très heureux de retrouver cette maison, de retrouver Madame Coste, avec qui nous avons une longue coopération. Donc, rassurez-vous, je vais répondre maintenant à votre question. Alors, en fait, vous savez, ce qui est intéressant avec les BRICS, c'est que cette organisation, vous voyez, j'ai même du mal à employer le terme organisation, se distingue de tous les concepts et les catégories qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ça, c'est très sain. Parce qu'il faut voir que depuis quelques décennies maintenant, apparaissent sur la scène internationale plein d'objets politiques non identifiés. Et le BRICS tout particulièrement. Et je dirais que c'est même quelque chose de piégé. Vous l'avez magnifiquement présenté dans son histoire, mais il faut voir que cette histoire recèle 3 pièges. 3 pièges sur lesquels il faut revenir pour comprendre et pour pouvoir répondre à la question que vous me posez. Premier piège, ce passage de l'analyse à la pratique. Le concept de BRICS est un concept d'analyse économique. D'ailleurs, effectivement, c'était même pas les BRICS, à l'époque, c'était les BRIC, B-R-I-C, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde et Chine. Il faut que vous vous remettiez dans l'ambiance de 2001, lorsque ce mot a été inventé par M. O'Neill, économiste de Goldman Sachs. Nous étions dans un moment où le monde qu'à l'époque on appelait, qu'on avait le culot d'appeler le monde développé ou le centre du monde, c'était des concepts qui, encore une fois, avaient cours. Alors faites très 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 attention à ça, parce que vous allez voir que tout à l'heure, il y a un acteur du centre qui va se retrouver là-dedans, donc faire très attention. Et on était encore sous le choc et l'émotion des émergents.
Les émergents, c'est les années 70-80, c'est les dragons asiatiques. Les dragons asiatiques, ce n'était pas la Chine au départ, hein. C'était Hong Kong, c'était la Corée, c'était Singapour, mais on ne parlait pas encore de la Chine. La Chine n'était pas encore dans son décollage. Et puis aussi ce qu'on appelait les jaguars latino-américains, c'était d'ailleurs essentiellement Mexique, Argentine. On ne parlait pas trop encore du Brésil à l'époque, c'est assez intéressant. Et à l'époque, la notion d'émergent passait mal. On était encore dans une vision développementaliste. Ces pays du Sud, c'est des pays sous-développés et qui ont vocation à rester distanciés par rapport aux pays du Nord. Et on voyait tout d'un coup que les économies du Nord étaient directement défiées par ces parvenus, ces nouveaux riches, ces gens mal élevés qui ne savent pas se tenir, qui ne savent pas manger à table, etc. etc. Et du coup, Goldman Sachs, dans cette période qui était très marquée, autre élément, par la crise de l'économie asiatique, la grande crise des années 90, de la fin des années 90, disait mais on va assister à un complet redéploiement de l'économie mondiale et de désigner 4 acteurs majeurs auxquels il donnait cette caractéristique commune d'émergence bouleversante, en quelque sorte. Et puis on en est resté là. On en est resté là. Hein. Et l'année d'avant, Vladimir Poutine était arrivé au pouvoir en Russie. Alors, qui c'est Vladimir Poutine? Vous avez entendu parler du bonhomme. Mais c'est un personnage dont il faut suivre la trajectoire. Hein. Pardon de prendre quelques petits détours par les chemins de traverse, mais c'est toujours plus agréable que les autoroutes. Hein. Poutine arrive au pouvoir après 10 ans de présidence Yeltsin. À peu près 10 ans, un peu moins, 9 ans. Et cette présidence Yeltsin devait amener la Russie à entrer dans le jeu international à partir du projet qui était celui du président des États-Unis au moment de la chute du mur, George H. Bush, le père de George W. Bush, qui avait dit « il faut créer un New World Order ». Rien n'a été fait. Et non seulement rien n'a été fait, mais gardez en tête un événement très important, c'est Pâques 1995, les bombardements de l'OTAN sur la Serbie, qui aboutissent notamment à la démolition de l'ambassade de Chine. Et du coup, le sentiment en Russie qu'on s'est fait avoir. Et que non seulement on ne crée pas un New World Order dans lequel la Russie aurait joué un rôle prédominant, important, mais elle se trouve marginalisée, exclue. Et Poutine va être appelé comme Premier ministre par Yeltsin en 1999, il va très vite devenir président de la Russie, tout ça sur une marque qui est « Make Russia Great Again ». Ça vous dit quelque chose, ça? C'est-à-dire rétablir la puissance russe. Et donc, Poutine va le faire en 2 temps. Dans un premier temps qu'on a complètement oublié. Il va essayer de draguer les Occidentaux en disant on peut faire des choses ensemble. Et notamment la guerre d'Irak 2003, l'axe dont on n'ose plus entendre parler, qui est l'axe Paris-Berlin-Moscou, hostile à l'intervention américaine en Irak. Et donc, ça se passe plutôt bien. Et il y a la guerre de Géorgie en 2008. Hein, vous voyez, on se rapproche d'une étape importante. Et en 2008, Poutine accepte la médiation européenne dans sa guerre face à la Géorgie. C'est même un président que je connais bien en ce moment en lisant les chroniques judiciaires, qui était président en France et qui a été en même temps président de l'Union européenne et qui a joué un rôle d'intermédiation. Donc tout se passait plutôt bien. Et puis, ça commence à coincer.
Ça commence à coincer, et c'est là que l'année 2009 est une année extrêmement intéressante. Poutine dit, il n'y a rien à espérer des Occidentaux. Donc, on va se saisir de cette catégorie qui avait déjà 8 ans d'âge d'analyse économique et les BRICS pour en faire un instrument politique. Et il faut bien que vous ayez cette ambiguïté en tête. Cette catégorie d'analyse économique va devenir une catégorie d'action politique. Je vais réunir, moi, Poutine, à Ekaterinbourg, les 3 autres, c'est-à-dire Brésil, Chine et Inde, et du coup, je vais sortir de ce qui est l'obsession poutinienne qui demeure encore aujourd'hui, l'isolement de la Russie post-soviétique. Et Ekaterinbourg, c'est la première conférence des BRICS. On passe de la catégorie analytique à la catégorie politique et on forme un club. On est dans ce que la science politique appelle le minilatéralisme, c'est-à-dire ces clubs fermés qui prétendent, de par l'addition de leurs forces, peser dans le jeu international, comme le G7, auquel la Russie appartenait toujours à l'époque. Il ne faut pas l'oublier. Vous voyez toutes les ambiguïtés de cette période. Et ça, c'est vraiment les 2 premières ambiguïtés qui permettent d'approcher le phénomène, mais qui empêchent de le nommer véritablement. Analytique à pratique, économique à politique. Là-dessus est intervenu un dilemme. Est-ce qu'on reste dans un club fermé ou est-ce qu'on essaye d'ouvrir ce club? Alors, il y avait un trou énorme dans la raquette, c'était l'Afrique. Et donc, très vite, on a dit, on va compenser cette absence de l'Afrique en faisant appel à l'Afrique du Sud, coopter l'Afrique du Sud. Alors, on y reviendra peut-être, l'Afrique du Sud, c'est un pays extrêmement intéressant à suivre. Et à la conférence suivante, qui se tient à Brasilia en 2010, on admet l'Afrique du Sud, on coopte l'Afrique du Sud, et les BRICS deviennent les BRICS à cause de South Africa. Bien. Et après, et c'est pour cela que vous avez dit tout à l'heure, c'est le Sud, je dirais oui, c'est le Sud, mais ce n'est pas le Sud, si vous arrivez à me suivre. Enfin, ça fait un plan en 2 parties que je vous recommande si vous tirez ça comme sujet d'examen. Tant qu'on était dans la logique Goldman Sachs, c'était clairement le Sud. Même si la Russie n'est pas le Sud. Et la Russie, M. O'Neill l'a mis dès le départ dans cette catégorie des BRICS. Mais comme on se limitait à la question économique et qu'on se rattachait à l'idée d'émergence, ça ne faisait pas trop désordre. C'est-à-dire l'idée d'émergence coiffait l'idée de Sud, et ainsi, c'était le Sud plus. Le grand problème, c'est quand les BRICS sont passés de la concertation économique à la concertation politique. Et là, effectivement, allez expliquer que la Russie est au Sud. Et ce n'est pas seulement pour des raisons climatiques ou géographiques, ce qui prouve que la géopolitique, c'est quelque chose de brinque-ballant. Ce n'est pas donc seulement pour des raisons géographiques, c'est aussi pour des raisons politiques. C'est-à-dire, est-ce que dans la tête de Poutine en 2009, il y avait l'idée de donner à la Russie une seconde jeunesse en la qualifiant de pays du Sud? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. C'est pour ça que j'ai tendance à résister. On est beaucoup plus dans une manœuvre, je dirais, de connivence. Pas d'alliance, pas d'intégration. Intégration, ce n'est pas possible. Alliance, c'est extrêmement problématique et c'est passé de mode. On est dans une logique de connivence. Qu'est-ce que c'est qu'une logique de connivence? Eh bien, c'est traitons avec d'autres qui ne nous ressemblent pas du tout, mais avec qui on a intérêt à pactiser à un moment donné du temps. Voilà la définition qu'on pourrait donner du coup des BRICS.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de connivence, cette idée hyper stratégique de connivence entre acteurs différents mais qui ponctuellement se rejoignent sur des intérêts communs, va enfler à mesure que la Russie va entrer dans une posture antagonique avec l'Occident. Qu'est-ce qui a été le moteur de cette antagonisation, qui encore, je vous le disais tout à l'heure, n'était pas le point de départ de l'expérience russe post-soviétique? C'est très clairement le discours de Poutine devant l'Assemblée générale des Nations unies à l'automne 2014, où il dit aux Occidentaux, écoutez les gars, on a un ennemi commun, voilà, toujours l'idée de connivence, n'est-ce pas? On ne se ressemble pas, on a un ennemi commun, c'est l'islamisme. Et l'islamisme, ça pousse dangereusement en Syrie. Donc donnez-nous la main et on va leur faire une tête. On met, c'est amusant parce que c'était une formule pré-macronienne. Vous connaissez ça, le pré-macronisme? Vous ne connaissez pas le pré-macronisme? Je ne sais pas si on connaîtra l'après-macronisme, en tous les cas. Et qui consiste à faire dire à Poutine, on va créer une coalition internationale contre le terrorisme islamiste. Et les Occidentaux n'ont pas accepté. Et à partir de ce jour-là, Poutine a dit à rien attendre d'eux. Donc, reconstruire la puissance russe, ce n'est pas en connivence avec l'Occident que ça se fera, mais c'est contre l'Occident. Et contre l'Occident, eh ben, le meilleur instrument, c'est le Sud. Et c'est là que commence, alors je ne sais pas si dans vos questions vous voulez revenir là-dessus, donc je vais me taire, d'ailleurs ça fait déjà trop longtemps que je peins, la grande idée de Poutine à ce moment-là, c'est de dire la connivence avec le Sud, c'est l'élément idéal pour isoler ce qu'il s'est mis à appeler l'Occident collectif. C'est le nom qu'il donne à cet ensemble euro-américain. Et donc, ça a été, je dirais, les BRICS 2 ou 3, si vous voulez. Il y a eu les BRICS, puis il y a eu les BRICS, puis il y a eu les post-BRICS, c'est-à-dire cette tentative fusionnelle, d'abord, dans l'organisation des conférences, et puis ce projet d'élargissement qui a mis du temps à venir, mais qui a abouti finalement en 2024, presque 10 ans de maturation. Voilà, donc je dirais que les BRICS, ce n'est pas du tout une organisation du Sud, c'est une organisation connivente qui est une sorte de remontant, pour employer un terme médical, pour soigner une Russie très affaiblie par sa sortie de l'ère soviétique. C'est très intéressant ce que vous dites, car vous qualifiez les BRICS comme un ensemble de pays non identifiés, compliqués à nommer, notamment en raison de toute l'histoire occidentale des relations internationales. Et ça rejoint notamment ce que vous dites dans votre ouvrage L'Or du Sud ou l'invention d'un nouvel ordre mondial, où vous affirmez que le Sud fait et refait le monde, mais surtout se fait et se refait en fonction du sens qu'on lui donne et qu'il se donne. Même si les BRICS, d'après vous, semblent plus être une organisation tournée vers la Russie, ils se targuent très souvent d'être les représentants du Sud global. Mais comment les BRICS, en tant que représentants de ce Sud, peuvent émerger comme une alternative crédible à l'Occident si leur identité reste encore à définir, d'autant plus avec l'élargissement des BRICS Plus en 2024? Peut-on vraiment espérer une action coordonnée et un cap stratégique clair de la part aux pays aux intérêts si divergents et dont le seul point commun serait des antagonismes? Alors, c'est là qu'il va y avoir peut-être un désaccord entre nous. Vous voyez, désaccord grave. Je vais peut-être quitter la salle. Je veux dire par là que, du point de vue de la science politique, de l'analyse politique, vous n'avez pas besoin d'être un bloc pour exister. Vous n'avez pas besoin d'être identique pour être identifiable. Ça, c'est peut-être le grand tournant, le grand virage des relations internationales. C'est-à-dire que nous avons un cerveau qui est fait, en tous les cas, depuis 1949, c'est-à-dire 47 plus exactement, le début de la guerre froide,
nous avons des cerveaux qui nous amènent à raisonner en termes de blocs. Bloc occidental, bloc soviétique. Et puis, il y a eu peu à peu, avec les indépendances, le tiers-monde. Alors, on ne savait pas trop si c'était un bloc, mais bon, en fait, on ne s'interrogeait pas trop sur cette question à l'époque, hein, quand on parlait du tiers-monde. Il y a eu la chute du mur. Il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique. Déjà, il n'y avait plus que bloc soviétique. Il restait, et ça, si vous voulez, on pourrait y revenir, mais c'est un peu en marge de notre sujet, un bloc occidental. La question qui se pose, vous avez 4 heures pour traiter le sujet, c'est est-ce qu'un bloc peut demeurer dès lors qu'il n'y a pas un autre bloc face à lui? Ça, c'est en fait très mauvais jeu de mots, allez, mais je me lâche quand même, c'est un bloc qui débloque, quoi. Oui, merci. J'aurais été affolé s'il n'y avait eu aucun rictus. Bon, et donc, avec l'apparition progressive de ce Sud global, on a assisté à une révolution dans les relations internationales. C'est-à-dire, quand vous parlez de Sud global, les gens vous disent « Ouais, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la Gambie et la Chine ?» Bon. L'autre jour, j'ai fait une émission de télévision avec la radio-télévision belge. Il y avait un ambassadeur belge qui disait « Moi, si un de mes collaborateurs dit Sud global devant moi, je le vire. » J'ai dit « Elle est mal partie, la diplomatie belge. » Bon, on dit exactement la même chose au Quai d'Orsay. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a une idée, alors là, je vous supplie d'y faire attention, parce que c'est vraiment au centre des préoccupations actuelles. Le Sud global n'existe pas objectivement, mais il existe subjectivement. Il n'existe pas objectivement parce que vous ne trouverez pas de critères objectifs qui permettent de mettre dans le même tiroir la Chine, le Lesotho, le Yémen, l'île de Sainte-Lucie, le Brésil et le Costa Rica. Bon. Tout ça est absolument évident. Vous ne trouverez aucun critère objectif, ni en économie, ni en politique, ni en culture, ni en religion, ni en tout ce que vous voulez. Bon. Seulement, si vous arrêtez là, vous n'êtes pas allé très très loin. Il faut que vous compreniez, ça vraiment, je le dis à mes amis étudiantes et étudiants, les relations internationales, c'est autant de l'objectif que du subjectif. Et nous, positivistes occidentaux, nous avons tendance à considérer qu'il n'y a de réalité qu'objective et celle que nous avons fabriquée avec nos propres catégories. Bon. Or, nous sommes dans un monde où la pluralité de sens l'emporte de plus en plus, c'est-à-dire ce qu'on dit à Pékin ou à Ouagadougou n'a pas forcément le même sens que ce qui est dit à Paris, d'où les dissonances culturelles, les fameux problèmes de dissonance culturelle, mais surtout, on ne prend pas la mesure en Occident du fait que tous ces pays du Sud, aussi divers, différents soient-ils, inégaux même, ont une commune conscience. C'est ça la subjectivité. La commune conscience, c'est quoi? C'est d'abord une mémoire commune du passé. Ce sont des pays qui, tous, de la Chine à la Gambie, pour regarder mes mêmes exemples, ont tous été humiliés, ont tous une mémoire d'humiliation. Et la mémoire d'humiliation, croyez-moi, j'ai fait un bouquin là-dessus, c'est quelque chose qui structure durablement les comportements. Si vous avez été humilié, vous en regardez toujours le souvenir. Et non seulement le souvenir, mais la grille d'analyse qui vous antagonise déjà avec les puissances dominantes d'autrefois. Deuxièmement, vous avez dans le sud, de la Chine à la Gambie, en passant par le Venezuela et le Lesotho, le sentiment de ne pas être associé à la gouvernance mondiale. Car lorsque la décolonisation s'est faite, les institutions multilatérales n'ont pratiquement pas bougé. Et donc, vous êtes exclus. Vous disiez que les BRICS, c'est 30 et quelques % du PIB mondial. Non, vous disiez 20 et quelques %, 28. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est 37 % du PIB mondial. Mais c'est 15 % des droits de vote à la Banque mondiale. C'est 10 % des droits de vote au FMI.
Et donc, ce qui unit tous ces pays, c'est le sentiment qu'on ne les laisse pas peser dans la gouvernance mondiale. Et enfin, troisième subjectivité commune, une commune adhésion aux combats futurs, qui sont de deux natures, la bataille du sens. Pourquoi faut-il que le monde soit réglé par le sens occidental? Et la bataille des normes, qui est l'incarnation concrète de la bataille des sens, c'est-à-dire pourquoi faut-il que les normes internationales aient toutes été définies par l'Occident. Et donc tout ça fait que le Sud existe dans cette conscience d'exclusion et de colère froide, qui a été cristallisée, je vous demande de bien retenir ça, à la conférence d'Alger en 1967, lorsqu'a été élaboré le concept de nouvel ordre économique international. Et maintenant, c'est plus seulement un nouvel ordre économique international qui est revendiqué, c'est un nouvel ordre politique. Et tout ça, ça donne sens au Sud. Alors, si vous projetez ça sur les BRICS, ça marche et ça ne marche pas. Ça marche parce que, effectivement, tous ces gens communient dans le même procès adressé à l'Occident collectif et à la volonté de sortir de ce monde uniformément occidentalisé. Mais ça ne marche pas parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la Russie, c'est une vieille puissance du Nord. Et là, il y a une ambiguïté formidable. La Russie ne peut pas faire valoir... Enfin, la Russie n'était pas présente à la paix de Westphalie, mais l'Angleterre non plus. Hein. N'oubliez jamais ça. La Russie a été méprisée tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, enfin, du moins en tous les cas, aux guerres de la Révolution et de l'Empire. Après, quand même, peu à peu, la Russie, et a fortiori lorsqu'elle est devenue l'URSS, même s'il y a eu ce fameux cordon sanitaire pour exclure ce pays, a été de plus en plus installée au centre du système international. Donc il y a une ambiguïté là, sur laquelle on reviendra peut-être, mais en tous les cas, voilà où est le socle Sud, et voilà le sens du Sud. Et donc vous disiez juste à l'instant que les BRICS c'était 15% de droits de vote à la Banque mondiale, 10 au FMI. Mais donc comment avec leur nouvelle banque de développement et donc cette alternative aux institutions financières internationales que je viens de citer, comment ils peuvent réellement offrir une alternative viable et est-ce qu'ils ne risquent pas de reproduire les mêmes logiques de dépendance pour les pays bénéficiaires? Vous posez très bien une très bonne et très forte question, qui est, c'est facile d'être ensemble contre. C'est beaucoup plus difficile d'être ensemble pour. Vous citez la Banque du développement, c'est effectivement très important, d'autant que même si la présidence de la Banque du développement a été donnée à une personnalité brésilienne, l'ancienne présidente Dilma Rousseff, on sait très bien que l'œil de la Chine est tout près. Hein. Bon. Mais il faut aller au-delà de la Banque de développement. Il y a une volonté militante pour la dédollarisation. Mais s'il y a la dédollarisation, c'est le Renmin Yuan, c'est-à-dire la monnaie chinoise, qui risque de faire la police dans cette affaire. Et puis on pourrait continuer encore de bien des points de vue, au-delà même de la sphère économique, dans le contrôle des grandes organisations internationales. Il y a un travail très militant de la Chine pour se placer dans des positions de pouvoir dans les agences onusiennes, et en particulier dans ces agences onusiennes qui ont pour fonction d'élaborer les normes internationales. C'est pour ça que soyez très attentifs à cette histoire des normes internationales. C'est demain, ça. C'est-à-dire la bataille pour définir les normes commerciales, les normes industrielles, les normes de consommation, mais aussi les normes d'échange, les normes de communication. Il y a, vous le savez, là, un enjeu considérable. Et effectivement, le passage du négatif, c'est-à-dire le rejet du monopole occidental, au positif, c'est-à-dire définir un ordre de substitution, risque de créer évidemment des tensions qui sont déjà
remarquable dans le mode de gestion de la coopération et des plans de coopération de la Chine vers les autres pays du Sud. Ça se passe plutôt bien parce qu'on accepte de la Chine des choses qu'on n'accepterait pas des pays occidentaux. Pour une raison, c'est que il y a deux raisons. Moi, quand j'ai souvent posé cette question aux responsables, notamment africains, je leur dis, mais comment vous pouvez accepter des choses pareilles? Et il y a une réponse très pragmatique et il y a une réponse plus subjective. Plus subjective, c'est de dire, on est proche, eux aussi, ils ont souffert de votre domination, donc on se comprend. Et puis, vous, l'occidental, ta gueule, quoi. C'est un peu ça la réponse qu'on me faisait. Et puis, il y a une raison beaucoup plus compliquée, qui est la stratégie chinoise de coopération, qui consiste à dire au pouvoir politique, écoutez, on ne vous embête pas, vous faites ce que vous voulez, nous, ce n'est pas notre problème. C'est cynique, mais ce n'est pas seulement cynique. Hein. Ça correspond à une autre lecture de l'international propre à la Chine. Si vous voulez, je reviendrai dans les détails, c'est très, très intéressant, la manière dont la culture chinoise construit l'altérité de manière tout à fait différente. Si vous êtes un occidental, vous vous adressez à quelqu'un qui n'a de chance d'être accepté par vous que s'il vous ressemble. Le chinois, il s'en fout complètement. Et vous resterez ce que vous êtes, et moi, ça ne me regarde pas. Ça arrange les populations locales. La deuxième raison, c'est très pratique de travailler avec la Chine, parce que vous avez un seul et unique interlocuteur qui est en même temps acteur politique, acteur diplomatique, acteur militaire et acteur économique. Hein, tandis que quand vous êtes occidentaux, il faut concilier les entrepreneurs, les diplomates, les militaires, et c'est tout un casse-tête. Et donc ça se passe bien, surtout parce qu'on n'a pas pris la décision de créer une monnaie unique, mais plutôt de faire jouer les monnaies locales. Pour le moment, c'est ça. Mais on est sur la corde raide. La guerre russo-ukrainienne, le conflit russo-ukrainien, a peu à peu banalisé l'idée de la dédollarisation, a fait faire des progrès considérables, ne serait-ce que pour la Russie, c'est un moyen d'échapper aux effets de sanctions qui lui sont infligés. Vous ne pouvez pas passer par le dollar, plus pratique de passer par autre chose. Donc ça, c'est évident, mais ça a du mal à se mettre en marche. Ça implique tellement d'arbitrage. Et si véritablement c'est le Redmin Yuan qui s'impose, c'est pas très commode pour la Russie non plus. Faut bien comprendre tout ce qu'il y a derrière tout ça. Déjà, sortir du franc CFA, c'est toute une histoire. Alors, vous imaginez ce que c'est à ce niveau. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle des BRICS. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une organisation de concertation et de protestation qu'une organisation de gouvernance. Vous avez parlé du yuan et de sa possible domination sur la Russie et d'autres pays membres des BRICS. Mais est-ce que cette domination économique et monétaire au sein des BRICS est-elle un atout ou un frein pour l'Alliance, ou plutôt ce regroupement de pays? Oui, pas alliance. Hein. Surtout pas ce mot alliance. Hein. La BRICS n'est pas une alliance. Et justement, d'un certain point de vue, c'est ça qui la sauve. C'est-à-dire que si les BRICS étaient institutionnalisés, si ils avaient un organigramme, des départements et une feuille de route, nécessairement, ils finiraient par entrer dans le mur de la monnaie. Tant qu'ils se présentent et vivent comme un organisme de concertation, concerter, ça vous donne aucun agenda. Vous concertez, puis c'est tout. Et à mon sens, c'est comme ça qu'il faut penser, en tous les cas, le futur proche. D'autant que vous posiez une question donc, qui m'avait fait réagir, mais qui va beaucoup plus loin que tout ce que je vous ai dit,
qui est effectivement, si on n'est pas dans une logique d'alliance, comment gérer les antagonismes internes? Les antagonismes internes dans les BRICS sont absolument énormes. Chine-Inde, c'est bien connu, mais le positionnement du Brésil et par rapport à l'Inde et par rapport à la Chine, c'est aussi un énorme problème. Et quand vous voyez se pointer l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est encore, et parlons pas de l'Éthiopie, c'est encore plus compliqué. Hein. Alors, là, je voudrais qu'on s'arrête 3 minutes là-dessus, parce que c'est les nouvelles relations internationales. J'ai écrit et fait breveter ce concept osé et quelque peu mal élevé du polyamour diplomatique, comme substitut à l'alliance. L'alliance, c'est ça, là, ce que j'ai au doigt, c'est-à-dire un engagement, non pas éternel, car il n'y a rien d'éternel, mais durable, pérenne, institutionnalisé, organisé, donc qui produit des exigences fortes. Le polyamour diplomatique, c'est la pratique reconnue et acceptée de changer de partenaire diplomatique tous les jours. Alors, Mohammed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie saoudite, c'est une caricature de ce point de vue-là. Un jour avec Poutine, un jour avec Trump, un jour avec Netanyahou, un jour avec Xi Jinping, un jour avec Khamenei, un jour avec Erdogan, c'est extraordinaire, même un jour avec Macron. Bon, et donc, il faut peu à peu comprendre, que ce polyamour diplomatique, il est beaucoup plus rentable que l'alliance. Même Trump a compris ça. C'est-à-dire que l'alliance, elle vous oblige. Vous devez fidélité à votre partenaire. Le polyamour diplomatique vous oblige à rien du tout. Et donc, vous permet de capter ce que j'appelle les effets d'aubaine. Tiens, aujourd'hui, j'ai intérêt à faire un bout de chemin avec Poutine. Puis demain, j'aurai intérêt à faire un bout de chemin avec Xi Jinping, ce qui est beaucoup plus rentable. Et donc, ça, ce sont les relations internationales, non pas de demain, de ce soir, de cet après-midi. Et je pense que l'intelligence des BRICS passe par là. Sinon, ils ne s'en sortiront pas. Et l'argument que j'entends souvent en Occident, ce truc-là, c'est une plaisanterie, comment voulez-vous que des pays aussi différents que l'Inde, la Chine, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite s'entendent? Mais la grande révolution que je voudrais que vous intellectualisiez, c'est que les relations internationales, c'est plus ça. C'est plus l'entente. C'est le jeu ponctuel, c'est l'effet d'aubaine, l'aubainologie. Tiens, c'est marrant. Nous l'avons vu, le Sud est en mouvement, mais l'Occident semble l'être aussi. Et pouvons-nous faire un lien entre la montée en puissance des BRICS et le passage de l'Occident d'une ambition d'occidentaliser le monde à un repli identitaire visible en Italie, en Allemagne, aux États-Unis et même en France? Et donc ce repli, donc marqué par une occidentalité de plus en plus exclusive et une perception de l'autre comme une menace constante, peut-il être interprété comme l'illustration de l'affaiblissement de la puissance occidentale ou comme une stratégie de préservation de son ordre face à ce monde multipolaire? Alors, je suis rassuré parce que j'ai très peur au début. Vous disiez l'Occident est en mouvement. Non, il est en rétraction. Et effectivement, vous avez fort bien décrit tous les deux cette logique de rétraction. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, et effectivement, vous avez raison d'en parler parce que c'est directement lié à l'enjeu des BRICS, que lorsque est apparue la mondialisation, c'est difficile de la dater, mais disons, la mondialisation, c'est avec le quatrième quart du XXe siècle, hein, à partir de la crise pétrolière, la fin des 30 Glorieuses, etc. Quand est apparue la mondialisation, les Occidentaux, d'une seule et même voix, alors surtout les Américains, les États-Unis, ont crié « c'est la fin de l'histoire ».
C'est le livre de Fukuyama. C'est-à-dire la mondialisation, c'est l'achievement, l'accomplissement total du modèle libéral capitaliste américain. Puis alors, coup de peau, l'URSS se casse la figure et la Chine passe au capitalisme avec les réformes de Deng Xiaoping. Bon. Et donc, la mondialisation était présentée comme la fin de l'histoire, la fin des idéologies, le triomphe du capitalisme aujourd'hui, de la démocratie libérale demain. Et puis, patatras, tout ça s'effondre. Alors, on ne va pas entrer dans les détails sur les étapes de l'effondrement, mais là, nous sommes au plein tournant du siècle, et même du millénaire. Et à ce moment-là, réveil incroyablement douloureux aux États-Unis et en Europe, on s'aperçoit que non seulement la mondialisation vous échappe des mains, mais qu'elle profite à vos, entre guillemets, adversaires potentiels, et notamment la Chine. Et ça, je vous recommande beaucoup l'ouvrage splendide de Branko Milanovic sur l'effet de la mondialisation et la perception de l'effet de la mondialisation de les classes moyennes américaines, qui se sont dit, mais on s'est fait avoir. We have been screwed, comme on dit maintenant. Voilà. Et ça a donné le trumpisme. C'est-à-dire cette rétraction identitaire autour des 4 mots-clés: identitarisme, vous avez raison, qui va même jusqu'à suprémacisme, protectionnisme, souverainisme, nationalisme. C'est les 4 remèdes à l'échec de cette mondialisation universelle. Et c'est exactement comme le comportement d'une personne qui rentrerait chez elle, fermerait sa porte, la verrouillerait, fermerait les fenêtres, les volets, etc. On en est là. Ça, c'est une logique de rétraction. Et la logique de rétraction, c'est la pire des logiques qui soit, parce qu'elle est suicidaire. Dans un monde ouvert, elle est suicidaire. Alors, il y a des individus qui ont inventé le concept ridicule de démondialisation. Toujours beaucoup ri, moi, quand on dit ça. Je pense qu'on a inventé la brouette. Il y a des gens qui devaient être pour la débrouettisation. Ce truc dont on a peur parce que ça peut transporter de mauvaises choses, alors on va la supprimer. Ben non, les inventions, une fois qu'elles sont faites, on ne peut plus les abolir, on ne peut plus les supprimer. Et donc, le grand drame de l'Occident, c'est cette tétanie. Cette tétanie, on s'enferme, on va jouer du protectionnisme, du nationalisme, de l'identitarisme, du souverainisme, etc., qui ne sont pas du tout adaptés aux enjeux présents, parce que les enjeux présents, ils sont des enjeux globaux. Le climat, la santé, l'économie, tout ça, c'est maintenant non plus entre les mains de princes nationaux, mais d'une logique systémique qui n'est plus décomposable. Donc l'Occident est en pleine crise. On vous remercie pour vos réponses. On va passer à l'instant réaction, où nous allons vous présenter des images issues de l'actualité et de notre thème d'aujourd'hui. Donc voilà. Nous passons donc à la première image. Comment ne pas parler de cette entrevue du 28 février entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche qui a choqué le monde entier de par... Ah bah oui, il fallait y penser. De par sa violence, mais surtout sa théâtralité. Oui, moi j'appelle ça le Black Friday. C'est le deuxième Black Friday exactement. 2, 3 petites choses peut-être qu'on peut partager après dans la discussion. D'abord, moi je suis absolument convaincu que tout ceci était stratégique, voulu, peut-être même répété avant, parce que d'une part, ce genre de dérapage est impossible s'il n'est pas contrôlé et même façonné, et d'autre part, même si vous êtes un hurluberlus, ce qui est là le cas concernant le président des États-Unis, vous savez ce que ça implique de faire venir les caméras dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Donc, c'était totalement stratégique. Deuxièmement, je pense, et ça a marché, que c'était fortement connivent avec la Russie,
parce que, effectivement, c'est le déclic dont Trump avait besoin pour convaincre Poutine qu'il était bienveillant à son égard. Et le résultat, il se fait attendre. C'est-à-dire que Trump a misé sur l'idée qu'il y aurait un choc à Moscou qui conduirait Moscou à suivre sa politique ukrainienne parce que la confiance aurait été ainsi rétablie entre les deux partenaires. Là, je suis plus dubitatif parce que Poutine, il est encore plus rusé que ça. Hein. Mais je pense que c'était une stratégie diplomatique. Et troisième chose que je voudrais dire, vous voyez cette image, Poutine est là, mais on ne le voit pas, mais il est là. Mais il y a quelqu'un qu'on ne voit pas du tout. C'est l'Europe. Et ça, c'est peut-être l'aspect le plus noir du Black Friday. C'est-à-dire, bien entendu, on est tous solidaires et compatissants devant la manière dont cet homme, Zelensky, bon, on peut lui trouver des défauts. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui me dit « Oh, sa femme a des sacs Hermès ». Bon, on peut considérer qu'on construit une diplomatie là-dessus, mais cet homme est un héros. Il a une capacité de résistance et de résilience absolument extraordinaire qui force l'admiration. Le voir traité de la sorte, méprisé de cette façon, engueulé comme on engueulerait un gamin ou je ne sais quoi qui aurait fait une bêtise, c'est insupportable. Mais c'est l'Europe qui était engueulée dans cette affaire aussi. Et ça s'est passé un certain vendredi, comme je vous le disais tout à l'heure. Et 3 jours après, il y a eu un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies. Plutôt, il y a eu 2 votes aux Nations Unies. Il faut que vous sachiez ça. Il y a eu le matin un vote à l'Assemblée générale et la résolution présentée par l'Ukraine pour une paix juste et durable a obtenu 93 voix. 65 abstentions et 18 voix contre. Donc c'était plutôt une victoire. Le soir, il y a eu la réunion du Conseil de sécurité. Les États-Unis ont proposé une résolution qui ne faisait mention ni du droit du peuple ukrainien à disposer de lui-même, ni du droit de l'Ukraine à l'intégrité territoriale. Les Européens ont proposé des amendements pour réintroduire ces principes. Les États-Unis l'ont refusé. C'est pour ça que cette image est la même. Et l'Europe s'est auto-humiliée comme jamais. Comme jamais. C'est-à-dire que c'est pas Potsdam, c'est pas Yalta, c'est bien pire que ça, puisque ni la France ni la Grande-Bretagne n'ont opposé leur veto à cette résolution qui était une résolution scélérate. Eh bien, le 24 février 2025, la puissance européenne est définitivement morte. Et un mort, ça ne se ranime pas. Et ce choix de Donald Trump de se tourner vers la Russie en méprisant totalement, comme vous l'avez dit, la cause ukrainienne et par extension les intérêts européens, comment pouvez-vous le traduire? Signe de soumission ou stratégie états-unienne pour retourner la Russie contre la Chine? Et est-ce que ce réalignement peut totalement bouleverser les BRICS? Non, moi je crois que c'est beaucoup plus simple que ça. Vous savez, avec quelqu'un comme Trump, il ne faut pas aller chercher loin, hein, parce qu'il serait déjà distancé. Trump a l'intuition, mais qui vient de loin, comme j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure, que les alliances, comme dirait le grand Fernand Reynaud, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. C'est-à-dire que l'alliance, elle était extrêmement rentable pendant la guerre froide. Rentable pour les États-Unis et rentable pour l'Europe. Pour les États-Unis, ça leur offrait un leadership, une hégémonie. Pour l'Europe, une protection. Bon, l'Europe, paresseusement, a dit on continue à jouer la carte de la protection. Et les États-Unis ont dit nous, ça ne nous apporte plus l'hégémonie. Donc, on se défait des alliances. Et le Black Friday, c'est, de la part de Trump, cette affirmation très simple: à partir de maintenant, on fera comme nos intérêts immédiats nous commandent de le faire. Il n'y a pas de commitment, il n'y a pas d'engagement préalable.
C'est ça que ça veut dire. On passe à la deuxième image. Donc, pour ceux qui sont le plus au fond, vous avez en haut une image du G20 et des BRICS juste en dessous. Le G20, en intégrant à la fois donc, des puissances établies et d'autres émergentes, est-ce qu'il a une légitimité supérieure aux BRICS qui défendent, eux, un multilatéralisme alternatif? Et à terme, l'un de ces deux groupes est-il voué à supplanter l'autre? Alors, vous savez, le G20, il a une histoire un peu compliquée. Le G20, il a été créé dans le contexte de la crise économique asiatique, économique et financière asiatique de la fin des années 90, comme instance de concertation entre les ministres de l'économie. Ministres de l'économie, seulement. C'était au niveau ministériel. Et ça a quand même été assez utile. C'est-à-dire que c'est intéressant, parce qu'avec la crise asiatique, les puissances d'hier ont soudain eu le sentiment que l'on ne pouvait pas réguler l'ordre économique mondial uniquement par le G7, c'est-à-dire hors des puissances émergentes et notamment singulièrement asiatiques. Donc c'était une concession très forte et une concession fonctionnelle parce que on a quand même réussi à réguler la crise asiatique de la fin des années 90. Lorsque une seconde secousse est apparue dans les années 2007-2008, on a dit, c'était Merkel et aussi Sarkozy, on dit, on a décidément besoin du G20, le G7 ne suffit pas, il faut surclasser, surclasser le G20 des ministres et en faire un G20 des présidents. Et c'est ainsi que s'est réuni à Londres en 2008 le premier G20 présidentiel. Et à ce moment-là, la main sur le cœur, tout le monde disait « Mais vous allez voir, ça va remplacer le G7 ». Ça a tenu 1 an. Et pourquoi? Parce que le minilatéralisme de rétraction, moi je considère que le Japon, le seul membre asiatique du G7, c'est l'extrême Occident, c'est pas l'extrême Orient. Donc effectivement, la rétraction de l'Occident sur lui-même, et maintenant le G20, il passe vraiment derrière le G7. Puis c'est très peu commode à réunir le G20 parce qu'il y a la Russie et Poutine ne peut pas voyager, non pas parce qu'il a un problème de santé, mais parce qu'il risque de se retrouver à la santé, ce qui est différent. Et par ailleurs, il y a là toute une série d'acteurs que pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on ne veut pas voir fonctionner dans la régulation mondiale. Donc le G20, c'est fini. C'est fini. Sauf s'il y a une crise majeure qui... Vous savez, c'est toujours ce problème de l'argument d'opportunité. Les BRICS, je ne sais pas l'avenir des BRICS. Honnêtement, moi, je n'ai jamais écrit d'horoscope, donc je ne commencerai pas aujourd'hui. Je pense que s'il y a un séisme grave en Russie, nécessairement, les BRICS devront se redéfinir et se recomposer. Parce qu'on dit trop vite que les BRICS sont manœuvrés par la Chine. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Je pense qu'il y a un rôle pivot de la Russie dans cette affaire. Sinon, si on reste dans le statu quo, je pense que les BRICS vont effectivement avoir une place confortable dans l'ordre international. Nous allons passer Oh non, faut pas me faire des coups. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Non. Ah oui. J'ai même pas apporté mon Lexomil. Donc, bon, alors qu'est-ce que vous voulez lui faire dire à lui? Du coup, Bruno Retailleau, notre très cher ministre de l'Intérieur, déclarait le 22 février au JT de TF1 que nous avons été suffisamment gentils avec l'Algérie et qu'il était temps d'instaurer un rapport de force. Ces propos témoignant d'un durcissement des relations franco-algériennes ne sont-ils pas contre-productifs pour la France qui a davantage intérêt à ramener l'Algérie dans son giron en la traitant d'égal à égal plutôt que de renforcer son virage vers les BRICS? Oui, alors si je n'ai pas apporté mon Lexomil, c'est que j'ai avalé tout le tube lorsque j'ai entendu dire ça. Enfin,
c'est effarant. Vous savez qu'est sorti aujourd'hui, il devait passer ce soir sur, je crois, France 5, mais ça a été déprogrammé, un film sur l'usage des armes chimiques par l'armée française en Algérie. Et cela pendant la guerre d'indépendance. J'ai vu ce film, je l'ai regardé ce matin. C'est terrifiant. Je veux dire, avoir le culot de parler de rapport de force avec un pays qu'on a traité de la sorte. Un pays qui a la mémoire d'une guerre de libération qui lui a coûté 1 million de morts. Alors moi, je ne me porte pas garant du chiffre, mais je veux dire, si c'est 1 million ou c'est 500 000, c'est exactement la même chose. Avoir le culot de parler de rapport de force, c'est sordide. C'est sordide. Hein. Et c'est tellement sordide que même Macron a dû admettre que c'était sordide, hein, en disant « mais ça ne vous regarde pas, c'est mes affaires à moi », etc. Ceci dit, vous avez tout à fait raison, mais ça, vous mettez le doigt sur la faiblesse et les dangers, les faiblesses actuelles et les dangers qui guettent la France. C'est-à-dire cette cécité devant ce Sud global, et plus particulièrement la partie la plus saillante du Sud global, cette partie qui est sortie de la domination française dans des conditions d'extrême violence, c'est-à-dire violence de part et d'autre. Hein, mais il faut voir tout ce mur de sang qu'il y a entre la France et l'Algérie. Mais la France, quels que soient ses dirigeants, quels que soient les partis politiques, ne parvient pas à comprendre que nous sommes dans un autre monde. Nous sommes dans un monde mondialisé. Nous sommes dans un monde dont nous ne sommes plus le centre. Et il n'y a qu'une seule solution pour régénérer la diplomatie française, c'est justement de s'adapter à la mondialisation, de s'adapter à ce Sud. Et vous savez, je cite toujours la phrase de l'ancien ministre allemand, aujourd'hui décédé des Affaires étrangères, Westerwelle, qui disait que dans la mondialisation, il y a une seule diplomatie efficace, c'est la diplomatie modeste, celle qu'on ne voit pas. Parce que la mondialisation, ça implique un travail de partenariat, d'entente, de gestion des interdépendances. Et les interdépendances, on ne les gère pas par ce genre de phrases. Ce n'est pas en disant je vais t'envoyer un coup de rapport de force que vous gérez l'interdépendance. C'est gravissime. C'est vraiment gravissime. Et évidemment, la radio algérienne n'a pas manqué de m'appeler pour m'interviewer là-dessus. Enfin, il y a fait 5 ans que je fais régulièrement des interviews avec la radio algérienne, et encore ce matin. Mais ce matin-là, la journaliste, elle était dans un état épouvantable. Hein. J'ai dû la calmer. Non, c'est effrayant. Allez, coupez. Promis, la prochaine, c'est pas... Oui, promis, la prochaine, c'est pas Bruno Retailleau. Vous n'allez pas me sortir Zemmour? Non. Donc, comme vous le voyez, là, vous Ah. avez 4 images de différents pays du Oui, Sud. tout à Le fait. Brésil en haut à droite, juste en dessous le Kenya, en haut à gauche le Bangladesh et en dessous le Maroc. Donc, des pays du Sud qui sont les premières victimes du réchauffement climatique. Mais paradoxalement, certains membres des BRICS sont parmi les plus grands émetteurs de carbone au monde. Donc, ainsi, les BRICS peuvent-ils réellement offrir une alternative crédible au Nord dans la lutte contre le réchauffement climatique, ou sont-ils prisonniers de leurs propres contradictions entre leurs impératifs de croissance, leurs promesses écologiques, au détriment des pays du Sud qu'ils cherchent pourtant à rallier et à représenter? D'abord, je vous félicite très chaleureusement d'avoir introduit ces photos dans notre rencontre, parce que vous touchez du doigt le plus important, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que là, on a une idée, probablement l'idée la plus exacte de ce qu'est l'avenir du monde et ce que sont les enjeux réels des relations internationales actuelles. Vous avez raison pour une autre raison, c'est que
les déséquilibres planétaires, alors climatiques, mais aussi sanitaires, mais aussi alimentaires, également économiques, sont la cause première des conflits au Sud. Ça, on l'oublie toujours. On oublie toujours de dire que la guerre du Sahel, c'est d'abord un conflit qui est l'otage du désastre climatique dans cette région du monde. Vous savez qu'au Sahel, la désertification, elle progresse de 10 cm par heure. Non, pas par jour, par heure. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a un autre exemple que j'aime bien citer parce qu'il remet les pendules à l'heure. C'est le très grand géographe français Pierre Blanc, spécialiste du Moyen-Orient, qui a prouvé que dans les années 2008-2009, il y a eu une sécheresse dans l'est de la Syrie qui a provoqué le déplacement de toute une population jeune rurale vers les villes, où ces jeunes n'ont pas trouvé d'emploi et où ils sont restés désorganisés et où ils ont servi les bataillons des forces djihadistes lorsqu'a commencé le printemps syrien, c'est-à-dire au printemps 2011. C'est très intéressant parce que ces connexions-là, on n'en parle jamais. Donc vous avez raison. Et vous avez raison, une troisième raison, c'est que les pays du Sud sont les plus affectés, les plus fragilisés, les plus brisés par ces catastrophes planétaires. Et ça, c'est un paradoxe indigne, scandaleux. C'est que ces pays sont ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, mais qui en subissent le plus les conséquences. Et la quatrième raison du bien fondé de votre démarche, alors vous l'avez dit, c'est cette ambiguïté des BRICS. Mais il y a une ambiguïté dans l'ambiguïté. C'est-à-dire que c'est vrai que les BRICS, singulièrement la Chine, l'Inde, sont des gros producteurs de gaz à effet de serre. Il faut dire à leur décharge deux choses. La première, elle est souvent rappelée, c'est que lorsque nous, en Europe, nous en étions à ce niveau d'industrialisation, ben, on crachait la même chose. Il y a une temporalité du phénomène, qui n'excuse rien, d'ailleurs. La deuxième chose est quand même plus subtile. C'est que, implicitement, c'est jamais dit, c'est jamais affirmé, implicitement, on laisse aux BRICS le soin des productions les plus polluantes pour ne pas avoir à les subir chez soi. Vous savez, on parle beaucoup des terres rares actuellement. Il y a plein de terres rares aux États-Unis. Mais à moins que M. Trump vienne modifier les choses, les États-Unis ne voulaient pas exploiter leurs terres rares du côté des Rocheuses, de l'Idaho et tout ça, préférant l'acheter à la Chine, qui fait le boulot d'extraction, qui n'est pas un boulot très rigolo, et qui prend les risques écologiques qui vont avec. Et puis nous, on est tranquille. Hein, c'est comme si votre linge sale, vous alliez le laver chez le voisin, hein, en quelque sorte. Donc tout ça est très compliqué, mais ça éclaire quand même l'avenir de la bataille des normes. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on vous dit au journal télévisé, on n'est pas très avancé hein, dans l'édiction des normes en matière écologique. L'accord de Paris, c'est quand même un peu de la fausse monnaie. Hein. Et donc, effectivement, un beau jour, il faudra traiter ça, sinon ça va aller très vite, hein, la décomposition de l'humanité. Enfin, c'est vrai que la photo d'avant était plus désastreuse que tout ce qu'on voit là. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Badi, pour ces échanges. Je demande au public de remercier chaleureusement Monsieur Badi. On va prendre des questions, peut-être, si le public en a ou pas. Ah ben, la première question, toujours la plus difficile. Donc, je vous propose de prendre la deuxième question. On va quand même pas passer à la troisième. Ah, bravo, monsieur. Le résil.
Bonjour monsieur, d'abord merci beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. Ma question elle est simple, vous avez dit donc l'organisation des relations internationales aujourd'hui c'est euh, au cas par cas, s'il n'y a pas d'alliance durable, etc. Mais on reste quand même dans une logique de chaque État essaye de récupérer le plus possible de ce qu'il peut, enfin toujours de manière à maximiser son intérêt, peu importe si c'est au détriment des autres. Et bon, ça c'était déjà le cas avant, c'est déjà le cas maintenant. Et peut-être que ça tient du fait que un État, s'il pense que ses adversaires vont agir de telle sorte à maximiser ses profits, peut-être au détriment de soi-même, et ben, cet État-là va adopter lui-même cette activité. Genre, ce serait une prophétie autoréalisatrice. Mais est-ce que vous pensez du coup que là, aujourd'hui, avec voilà, par exemple le réchauffement climatique, la situation internationale, tous ces facteurs où on voit que cette logique, au final, elle va juste tous nous détruire, ou en tout cas l'immense majorité d'entre nous, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait un espoir quelque part caché qui nous permettrait de changer de paradigme et d'essayer d'augmenter l'entraide entre nous et voilà, d'essayer de préserver le plus de vie possible? Merci beaucoup, monsieur. C'est une question très, très forte et très riche. Je voudrais peut-être un peu nuancer la première partie de votre propos pour donner une réponse plus optimiste à la deuxième partie de votre question. Je ne veux pas dire, j'ai pas eu le temps parce que c'était pas directement branché sur notre sujet, mais je suis content de le préciser maintenant, je ne veux pas dire que cette fluidité des relations internationales, ce polyamour dont je parlais tout à l'heure, aboutit à la résurgence et à l'exacerbation des intérêts nationaux et du jeu des États. Si je faisais ça, je retomberais dans l'hyperclassicisme de la théorie réaliste des relations internationales et de la théorie de l'anarchie. Je ne pense pas du tout pour plusieurs raisons. D'abord, ce ne sont pas les intérêts d'État qui créent les effets d'aubaine. C'est les intérêts d'un certain nombre d'acteurs à un moment donné du temps. Ce n'est pas l'intérêt de l'État d'Israël de tuer 50 000 personnes à Gaza. C'est l'intérêt de M. Netanyahou pour le survie de sa coalition gouvernementale et pour sa propre survie politique que de pérenniser et faire durer la guerre, ce qui est très, très différent. Et ça vous donne la photo de l'extraordinaire complexité du jeu international actuel, qui est non pas une confrontation entre États souverains, comme on le disait autrefois, mais un entremêlement d'intérêts politiques, économiques et sociaux, parce qu'il n'y a pas que les acteurs politiques. Hein. Regardez ce mariage Trump-Musk, que je vais finir par appeler Musk d'ailleurs. Vous voyez bien que nous sommes là dans quelque chose qui défie la grammaire classique des relations internationales. Ça, c'est un grand enjeu sur lequel, bon, moi, pour l'instant, je veux pas trop en dire parce qu'on n'a pas assez de recul, mais ce mariage de l'illibéralisme qui est associé au populisme, et donc une espèce de néo-autoritarisme, avec l'ultralibéralisme échevelé du capitalisme mondialisé, c'est quand même un drôle de mariage. Hein. Comment Musk peut en même temps faire applaudir l'AfD et jouer de l'ultralibéralisme sur la scène économique internationale? C'est très, très compliqué. Donc, c'est cet entremêlement qu'il faut comprendre et ne pas tout ramener à ce qui est qu'une illusion, la compétition entre intérêts nationaux. L'intérêt national, il n'existe pas. Ça, c'est une illusion, c'est un opium, l'idée d'intérêt national. Parce que l'intérêt national est reconstruit par la subjectivité des relations internationales. Il n'y a pas d'intérêt national. Il y a ce que vous considérez comme l'intérêt national, moi ce que je considère comme l'intérêt national, vous ce que vous considérez comme l'intérêt national. Nous avons trois subjectivités
je suis sûr que si chacun de notre côté, on écrivait 10 lignes sur ce qu'est l'intérêt national français, on ne mettrait pas la même chose. Donc c'est bien la preuve que l'intérêt national n'existe pas comme catégorie décrivant et expliquant le jeu international. C'est trompeur. L'intérêt national français pensé par Madame Le Pen, par Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron, c'est trois choses totalement différentes. Donc, on est là dans un sentier glissant, mais qui, d'un certain point de vue, nous donne espoir. Pourquoi ? Parce que, vous avez tout à fait raison, on risque la catastrophe, le désastre complet, si ces scènes que l'on voit ici venaient à se pérenniser et surtout à s'aggraver, bien sûr. Mais le jeu des acteurs, c'est toujours un rapport coût-gain. C'est-à-dire, il y a un moment où l'inconscience, où l'insouciance deviendront trop coûteuses. Moi, je trouve, c'est peut-être un optimisme naïf, et je le dis avec prudence, parce que, encore une fois, je n'écris pas d'horoscope, qu'on est arrivé à un moment où la guerre apparaît de plus en plus coûteuse et de moins en moins utile. À part les guerres de libération, je vous mets au défi de me trouver une guerre depuis 1945, il y en a eu 500 depuis 1945, une guerre qui était utile à quelque chose. Donc, et la paix, ce que j'explique dans ce magnifique livre, L'art de la paix, que si un ou une d'entre vous ne l'avez pas acheté encore, ben faites-le avant que le soleil ne se couche. J'essaye d'expliquer que la paix, c'est beaucoup plus rentable que la guerre. C'est plus rentable. Ce qui n'était pas vrai au 19e siècle. Ce qui n'était pas vrai au 18e siècle. Ce qui n'était pas vrai jusqu'en 1945. Et c'est pour ça qu'on a eu un enchaînement de guerre. Mais il y a un moment où le rapport coût-gain s'inverse. C'est vrai pour la guerre, et même Trump l'a compris, ça. Mais il le comprend de façon brumeuse et sélective. Eh bien, il y a un moment où l'insécurité climatique deviendra tellement coûteuse qu'il faudra nécessairement mettre la main au portefeuille. Vous avez de belles choses chez vous, vous trouvez que c'est trop cher de payer un assureur pour vous protéger du vol. Mais vous arrivez dans un contexte où il y a plein de bandes qui circulent dans votre quartier et où la probabilité que vous soyez cambriolé la semaine suivante est telle que vous dites bah, j'aime mieux quand même débourser pour éviter la catastrophe. Malheureusement, en matière climatique, on n'en est pas encore là. Moi, je pensais, parce que j'ai souvent dit des conneries dans ma vie, quand on m'interviewait au printemps 2020 sur l'après, vous savez, c'est la grande question, l'après-Covid. Alors, l'après-Covid, c'est quoi? Et moi, comme un imbécile, je disais, bah, de toute façon, l'OMS en sortira renforcée parce qu'on a besoin de plus en plus d'un gendarme sanitaire. Tu parles, Charles, il ne s'est rien passé. L'OMS n'a pas 1 centigramme de plus de compétences. Bon, je me suis trompé. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas eu assez peur. Mais lorsque la peur atteint un certain niveau ou lorsque la nécessité atteint un certain niveau, ben ça se passe. Comment croyez-vous que les avions puissent décoller et atterrir partout dans le monde, y compris en Corée du Nord? Ben, c'est tout simplement parce que la gouvernance globale de l'aviation civile est beaucoup plus rentable et payante qu'une gestion strictement nationale et souverainiste de l'aviation civile. Donc, je pense que, raisonnablement, on peut espérer des régimes, mais c'est des régimes climatiques, etc., des régimes internationaux en matière de climat, mais évidemment, ce n'est pas demain la veille. On va prendre peut-être d'autres questions, s'il y en a. Allez, ah voilà, bravo madame.
Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre conférence, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question qui est franchement hyper basique. En fait, j'ai pas exactement compris les enjeux du cessez-le-feu qui a été accepté donc par l'Ukraine, enfin par Zelensky récemment. Est-ce que ce serait possible de nous éclairer par rapport à la position de la Russie, des États-Unis et même de l'Europe? Merci. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai essayé d'appeler Trump, mais je suis tombé à chaque fois sur sa messagerie vocale, donc je n'ai pas pu l'avoir au téléphone, donc je n'ai pas pu lui demander ce qu'il avait dans la tête. Moi, c'est une façon un peu grotesque de vous dire que je suis très prudent et très sceptique dans cette affaire. On parlait de la fameuse photo tout à l'heure et je faisais valoir l'importance de l'effet de démonstration. Je pense qu'effectivement, il y a un effet de démonstration de la part de Trump qui veut montrer qu'il est capable d'être le gendarme du monde, de régler la circulation dans le système international tel qu'il est. Il y a un besoin de se mettre en scène. Il y a un besoin de montrer à Zelensky qu'il n'a pas d'autre choix que d'obéir au maître américain. Tout ça, ça correspond à cette nouvelle philosophie de la puissance que j'appelle la puissance nue. C'est-à-dire du temps de néoconservateurs, la puissance était là pour servir des valeurs. C'était le fameux regime change, avec tout ce qu'il pouvait avoir d'odieux d'ailleurs, ou encore mieux pour servir le droit. Aujourd'hui, la puissance ignore le droit, ignore les valeurs et ne s'intéresse qu'à l'auto-affirmation. Je pense qu'on est dans cette séquence. Je pense en même temps, je ne veux pas me contredire par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, que Trump part de l'idée que cette guerre est extrêmement coûteuse et plus chargée de problèmes que de solutions, et donc qui voudrait pouvoir l'arrêter. Alors vous vous rappelez, dans la campagne électorale, il y avait cette formule idiote qui disait « je ferai la paix en 24 heures ». Bon, maintenant, on en est déjà à 2 mois de son arrivée au pouvoir. Et puis il dit dans 6 mois, et puis ça sera long, et puis etc. etc. Donc l'effet de démonstration, il l'a réussi. Donc, c'est déjà un premier élément d'éclairage. L'effet d'extinction du conflit, on en est au début. On en est à 0h02, quoi. Parce qu'on ne sait toujours pas si c'est une trêve ou un cessez-le-feu, ce qui n'est pas la même chose, et encore moins un armistice. Une trêve, c'est on arrête, mais on peut reprendre le lendemain. C'est d'ailleurs ce qu'il y a à Gaza. Un cessez-le-feu, c'est on arrête durablement. Et un armistice, c'est on s'engage à ne pas recommencer. Bon, on est pour l'instant dans la logique de trêve. Cette trêve, on ne connaît pas les conditions auxquelles elle a été obtenue. Est-ce que Zelensky, la partie ukrainienne, ont pu obtenir quelques avantages ou quelques garanties? Apparemment, non. Mais on n'en sait rien, parce qu'une négociation, par définition, c'est secret. Est-ce que Zelensky, au contraire, a dû accepter un certain nombre d'engagements pour rendre possible cette trêve? On ne le sait pas non plus. Est-ce que Poutine, maintenant, va demander des engagements pour pouvoir accepter cette trêve? Est-ce qu'il va l'accepter pour aujourd'hui, ou est-ce qu'il se laisse le temps de gagner le maximum de terrain, de territoire? Parmi les territoires que l'Ukraine a conquis, la région de Koursk, et parmi les territoires qu'il prétend devoir contrôler suite à sa loi d'annexion des 4 oblasts. On n'en sait rien. Comment cette trêve ou ce cessez-le-feu est articulé à un projet de paix? Parce que n'oubliez jamais, et ça dans mon livre sur l'art de la paix, vous le verrez, n'oubliez jamais que la trêve ou le cessez-le-feu, ça appartient au vocabulaire martial et non au vocabulaire de la paix. La paix, c'est pas la non-guerre. La paix, c'est pas arrêter des combats. La paix, c'est définir une substance de coexistence,
une formule de coexistence, formule qui permette aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre, sinon ensemble, du moins côte à côte. Et c'est ce qui permet aux Ukrainiens et aux Russes de vivre côte à côte. On n'en sait strictement rien. Donc, moi, pour l'instant, je serai très dubitatif. Et je ne m'engagerai pas même à un quelconque pronostic. Mais c'est un bel exercice pour décomposer le jeu de la décision internationale, effectivement. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre conférence qui était vraiment passionnante. Je voulais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'entrevue qui s'est passée donc à Washington entre Zelensky et Trump. Et vous disiez sur le sujet que c'était une sorte de danse de la part de Trump pour charmer la Russie et pour affirmer qu'il y avait une vraie solidarité entre les États-Unis et la Russie. Mais, enfin, d'après ce que j'ai compris... J'ai dit. Ouais, voilà, de connivence. C'est pas solidarité. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est une sorte d'appel du pied des États-Unis à la Chine aussi, dans un objectif un peu de redéfinition des aires d'influence? Ça serait donc une sorte de message des États-Unis en disant écoutez, notre aire d'influence, c'est l'Amérique, l'aire d'influence de la Russie, c'est l'Europe et l'Afrique, donc on laisse la Russie envahir l'Ukraine, etc. Mais aussi, on laisse la Chine envahir Taïwan. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait une sorte de redéfinition une modernisation de Yalta, quoi? Écoutez, pardonnez-moi, mais je vais vous dire, la science politique ne peut absolument pas répondre à ces questions. Nous pouvons interpréter ce qui se passe, mais nous ne pouvons pas pronostiquer. Honnêtement, quand on fait de l'analyse politique, il faut éviter l'imagination et l'imagination complotiste. Hein, je ne vous accuse pas du tout de complotisme, mais cette façon de dire Trump va laisser la Chine envers Taïwan, il laisse l'Europe et l'Afrique à la Russie, il n'y a aucun indicateur qui permet de valider ce propos. C'est une hypothèse, mais rien ne permet de vérifier empiriquement. Notre boulot, nous, en sciences politiques, c'est quoi? On part de concepts, et ces concepts nous permettent d'ouvrir la voie à des hypothèses explicatives qui sont vérifiables empiriquement. Si les concepts ne permettent pas d'ouvrir à la production de ces hypothèses, il faut les changer et les affiner, ce qui est le travail aujourd'hui. Où les vieux concepts, alliance, ça ne fonctionne plus. Mais aller plus loin, je ne sais pas. Franchement, imaginez qu'en 1986-87, on vous a interrogé sur l'avenir de l'URSS. C'est la même chose. Il faut, vous savez, dans notre boulot, et encore une fois, je vous réponds en tant que politiste, je ne vous réponds pas en tant que... Si j'étais au Café du Commerce, je vous répondrais peut-être différemment. Mais notre boulot, il obéit à des règles méthodologiques extrêmement précises. On ne peut pas s'en défaire. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas aller plus loin. Quand vous demandez à un médecin, bon, à votre avis, j'en ai pour combien de temps de vivre, le médecin, il ne vous répondra jamais. Il ne sait pas. Il vous dira, vous avez des points forts, vous avez des points faibles, mais vous pouvez vivre longtemps avec ces points faibles. Vous pouvez, au contraire, vous écrouler avec vos points forts. On ne sait pas. La science, elle n'est pas prédictive. La science, elle est interprétative. Et moi, je dois dire que je suis affolé d'entendre tous ces généraux sur les chaînes d'information continue ou ces faux experts qui vous expliquent comment ça sera l'année prochaine. Heureusement, on n'a pas gardé l'enregistrement pour l'année d'après dire « Toto, tu te rappelles ce que tu as dit ?» Bonjour. Donc, je ne sais pas.
Bonjour. Vous avez parlé du coup de la puissance européenne comme une puissance morte, mais est-ce que du coup le fameux réarmement européen dont on parle tout le temps, est-ce que ce serait pas le dernier battement de cœur de cette puissance, ou au contraire, est-ce que c'est qu'une illusion? Merci. Alors oui, merci aussi pour cette question. Il y a une chose qu'on oublie toujours de dire, c'est que l'armement et d'une façon plus générale la défense, c'est pas une fin, c'est un instrument. C'est-à-dire, c'est l'instrument, l'un des instruments des politiques étrangères. C'est-à-dire l'un des leviers utilisés pour produire et implémenter, diraient les anglo-saxons, pratiquer une politique étrangère. Pourquoi c'est important de rappeler ça? Parce que il n'y a pas une vision commune en Europe de la politique étrangère de demain. Et donc, moi, je suis toujours très sceptique quand on me parle d'Europe de la défense, dès lors que je constate que la politique étrangère de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne, mettons la Grande-Bretagne hors Union européenne, mais elle est de plus en plus impliquée, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne et des pays baltes, sont très différentes. Très, très différentes. Et ça, c'est une des grandes angoisses de l'intégration européenne, c'est qu'il n'y a jamais eu d'intégration de politique étrangère. Jamais. Jamais. Et regardez sur le conflit israélo-palestinien, l'incroyable éclatement qu'il y a entre l'Espagne et la Hongrie, par exemple, hein, pour prendre deux extrêmes. Deuxièmement, alors, je comprends très bien les manifestations de façade qui se multiplient depuis un certain temps, parce que ça mange pas de pain que de dire, regardez, on est unis, on est fort, on va réunir 32 chefs d'état-major à Paris, oh là là, c'est formidable, ça impressionne. J'étais impressionné. Bon, pas du tout d'ailleurs. Mais je veux dire, tant qu'on ne se met pas d'accord sur une politique étrangère, tout ça ne sert à rien. Et derrière cette politique de l'affichage, dont on comprend encore une fois la rationalité, on voit très vite les lézardes. Dès que Macron dit une chose, le jour même, les autres disent « Ah ben non, c'est le contraire qu'on a décidé. » Regardez, suite à la réunion de Londres, et « Ah ben on a un plan pour l'arrêt des combats en Ukraine. » Et immédiatement, M. Starmer dit pas du tout, rien du tout, décider ensemble, etc. Bon. Ça, c'est véritablement le problème. Alors après, quand vous entrez dans le détail de cette politique européenne de défense, vous avez d'abord un problème de temporalité. Ce qu'on oublie toujours de dire en ce moment, c'est qu'une politique de défense, elle acquiert une opérationnalité en 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'Europe peut être dévastée entre-temps. Ce n'est pas demain que vous aurez, dans les conditions même les plus optimistes, une défense opérationnelle commune. Troisièmement, il faut quand même pas oublier que la défense européenne aujourd'hui, alors je ne sais pas ce que ça sera dans 50 ans, mais la défense européenne aujourd'hui, elle est tributaire de la défense et de l'économie de défense américaine. Parce que elle continue à se ravitailler auprès des industries d'armement américains, parce que un exemple dont vous avez peut-être entendu parler, il y a tout un débat autour de ça qui est très significatif, les F-35 américains. Les F-35 américains, vous pouvez en disposer et se dire je vais les utiliser pour aller bombarder telle ou telle région, mais ils sont toujours sous le contrôle des États-Unis. C'est-à-dire le pilote n'est pas totalement maître à bord et son gouvernement encore moins. Donc, vous ne pouvez pas faire fonctionner un F-35 si vous n'avez pas l'assentiment, le contrôle, le soutien des États-Unis. Donc, tout ça nous montre à quel point on est dans la fiction. Et puis,
terminerai en vous disant, après avoir entendu pendant 74 ans de ma vie, si tu veux la paix, prépare la guerre, si vis pacem parabellum, moi je vous propose, si tu veux la paix, prépare la paix. Et moi, ce qui me sidère, c'est que dans la crise actuelle, vous avez plein d'idées, plein de machins, de prises de parole. Je n'ai pas encore vu un programme de paix. Proposition de paix. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Quel type de paix on offre à l'Ukraine? Et solidairement à la Russie. Ben merci beaucoup. Et puis je vous souhaite un total, complet succès dans vos études et dans le débouché de vos études. Voilà. Merci.